écoute, de 17h à 19h sur RTCI. Avec ce soir Gérard Haddad et son ouvrage Éloge de la trahison. Gérard Haddad, bonsoir, bienvenue au Studio 1. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes à Tunis, vous êtes à la Foire du Livre, également de passage à la librairie Millefeuille, à la librairie Al-Kitab, pour présenter ce nouvel ouvrage, sur lequel nous allons revenir dans un instant, mais j'ai toujours envie de vous poser la question suivante. Lorsque vous arrivez dans ce quartier où vous êtes né, c'est toujours une émotion certainement qui doit rejaillir. Oui, c'est des émotions. D'ailleurs, celle que j'ai éprouvée tout à l'heure était imprévue, parce que le chauffeur est passé par des passages comme ça. Et deux choses m'ont étonné, c'était les rails de chemin de fer qui persistent. Et c'était une ligne de chemin de fer qui allait du passage à la Marsa, et que nous prenions très souvent, mais qui a disparu. Et d'autre part, par un hasard, nous sommes passés dans une rue, je crois qu'elle s'appelle rue de l'Inde, et on est passé devant mon école primaire. Alors je ne sais pas pourquoi cette école primaire est si importante sentimentalement pour moi, elle m'a marqué, je m'en souviens toujours. Je peux vous réciter le nom de tous mes instituteurs, qui étaient d'ailleurs des institutrices, Madame Laurent, Madame Daroui. C'était un moment, vous savez, en tant que psychanalyste, nous savons combien les premières années de la vie construisent la personnalité. Elles marquent très profondément la personnalité. Alors cette école primaire de la rue Hoche, elle s'appelait à l'époque, c'était tous les généraux de la Révolution française autour, là, rue Hoche, rue Kléber, rue Marceau. J'étais un excellent élève. Par la suite, je ne serais plus un excellent élève. Mais quand j'étais à l'école de la rue Hoche, surtout cours préparatoire, j'ai dominé la classe. J'ai jamais été deuxième. Bon, d'ailleurs, une fois j'ai été deuxième, mon père m'a grondé. Comment tu es troisième et tu pleures pas? J'ai dit, bon, c'est l'accident. Donc j'ai le souvenir très présent de ces... En plus, elle était jolie, cette école. Elle est toujours jolie, je crois. Toute blanche, avec son jardin. Et sa bienveillance. Moi, ce que j'ai appris de ma vie tunisienne, c'est quand même une certaine bienveillance à l'égard de l'autre. Pourquoi être méchant avec l'autre? Et ça m'imprègne énormément. C'est une qualité que nous partageons. Mon cher Haddad, vous êtes toujours bienveillant. Et vous avez continué, Gérard Haddad, à Alaoui et également plus loin encore dans vos études en Tunisie. Entre Alaoui, oui, j'étais à Alaoui. C'est là que j'ai fait mon collège et lycée, quoi. Maintenant, on appellerait ça lycée. Mais entre les deux, j'ai eu une période où j'étais à l'Alliance israélite universelle, qui se trouvait Malta Srera. Et parce qu'à l'époque, vous savez, moi je suis tunisien, mais nationalité tunisienne. Maintenant je l'ai perdu. Bon, enfin bref. Et à l'époque, il y avait une sélection très violente contre les Tunisiens. Donc pour passer de l'école primaire, où je dominais l'institution à tel point qu'on m'a fait sauter une classe, il fallait passer un concours pour entrer au lycée Carnot. Et à ce concours, je n'ai pas été reçu. Bon. Et ma prof, mon institutrice, Madame Daroui, elle a dit à ma mère, je ne veux pas que Gérard redouble. C'est dommage qu'il perde un an. Il faut aller l'école de l'Alliance, elle n'est pas mauvaise, mettez-le à l'Alliance. Et ça jusqu'en troisième. En troisième, je passe le BEPC, je suis reçu premier en Tunisie. Et malgré ça, je ne pouvais pas entrer en seconde. Il fallait faire un concours. Moi, j'aime pas les concours. J'ai tellement peur, j'avais en tout cas, que je me plante. Et à ce moment-là, j'ai pu redoubler au lycée Alaoui, qui s'appelait à l'époque Collège Alaoui. Et j'ai passé 3 années là-bas très importantes. J'ai beaucoup aimé ce collège Alaoui. Nous avions des profs de toute origine. En particulier, le souvenir m'est resté d'une dame qui s'appelait Madame Bicheslama, professeure d'italien, qui était communiste, une juive communiste. Je l'ai rencontrée avant sa mort d'ailleurs. Et il y a un film qui a été fait sur elle par une cinéaste tunisienne, qui je crois elle habite au Québec. Je me souviens aussi du prof de littérature, Monsieur Cohen il s'appelait. C'était des gens, et puis je me rappelle d'un professeur de géographie, je ne me rappelle plus de son nom lui. C'était un type qui venait de Kelibia. Il ressemblait à un Suédois alors que c'était un pur Tunisien. Je ne me rappelle plus. Il est assez connu. Bon, il n'est plus de ce monde. C'était des personnalités qui avaient un amour de la discipline
Et on travaillait avec eux. On travaillait, si bien que quand nous sommes allés en France, ça c'est pas moi qui le raconte, c'est Philippe Séguin. Il raconte que ses études en Tunisie, on disait toujours ouais, le niveau sous-développé, je sais pas quoi. Il a dit quand je suis arrivé en France, je sais plus si c'était à Draguignan ou dans le sud de la France, je dominais les cours qu'on avait en Tunisie étaient supérieurs au niveau qui était voilà. Ça, il faut savoir que la Tunisie est porteuse d'un potentiel intellectuel qui est vraiment important. Et en particulier aujourd'hui sur l'informatique. Moi, j'ai un patient, il a une boîte d'informatique. Il m'a dit, moi, je ne recrute que des... C'est en France, hein. Je ne recrute que des informaticiens tunisiens. C'est les meilleurs. Ah bon? Oui. Il lui est arrivé un ennui, d'ailleurs. Un des informaticiens qu'il a recruté, qui était une dame, il est tombé amoureux d'elle. Et depuis, ils sont mariés. Ils ont un enfant. Tout ça. Donc voilà, l'osmose qu'il y a, c'est un mot que vous avez remarqué, que j'apprécie, entre... La Tunisie fait l'osmose entre l'Occident et l'Orient. Le mépris qu'a l'Occident pour l'Orient, que le grand Édouard Saïd a pointé dans ses ouvrages, voilà, la Tunisie vient incarner cette zone de transition. Et vous, la transition entre des études d'agronomie, puis la psychanalyse, et enfin la philosophie, c'est pas une transition évidente. C'est pas une transition... Si vous voulez, depuis mon enfance, je devais être médecin. Et c'est ce que je voulais. C'était le projet parental, mais c'était un projet que j'avais fait mien. Alors souvent on me demande pourquoi vous avez fait l'agronomie. J'ai traversé, une fois que mon bac a été obtenu, j'avais 18 ans, j'ai traversé une crise. J'ai eu une terreur, j'étais confronté à la maladie mentale d'une amie en Allemagne. Et cette confrontation à la folie, je me suis dit, je ne suis pas capable d'assumer cette place. Et j'ai cru qu'en allant dans l'agriculture, j'allais trouver... Il y a des raisons aussi, parce que par exemple, ma maman, auquel je pense souvent ces derniers temps, peut-être qu'elle m'appelle, je ne sais pas, et elle avait une passion pour les plantes, pour les fleurs. On a manqué de pain à un moment donné. On a eu une période très difficile dans la famille, mais on n'a jamais manqué de fleurs. Et toujours, la maison était pleine de fleurs. Pour quelques centimes, au marché Lafayette, on avait des gerbes et des gerbes. La maison était toujours pleine de fleurs. Et donc, je ne vais pas vous raconter ça parce que c'est trop long, peut-être pas intéressant. Je voulais rentrer à l'école d'agriculture de Tunis et mon chemin a été dévié vers l'agro. Et je suis allé faire des études d'agronomie que j'ai passées, hein, je suis devenu agronome. À cette époque, il y avait une atmosphère assez difficile pour les juifs de Tunisie, même patriotes, parce que nous, on était des patriotes tunisiens. Hein. Mon père était membre du Destour, moi j'étais membre du Parti communiste. Mais on sentait bien une certaine... bon, c'était l'époque nassérienne, etc. Et donc j'ai eu le projet d'aller vivre à Cuba, pays du socialisme à l'époque. Bon, bref. Et puis finalement, ma carrière, j'ai atterri au Sénégal pendant 5 ans. J'ai développé la culture du riz au Sénégal. Les Sénégalais sont des gros mangeurs de riz, comme toute l'Afrique d'ailleurs. Et leur plat national, c'est pas le couscous, mais ça lui ressemble, ça s'appelle le riz au poisson. Et ça s'appelle le tiboudienne. Et donc j'étais le meilleur riziculteur français. Hein. Vous savez pourquoi je suis le meilleur? Parce que j'étais le seul. Il n'y a pas beaucoup de riziculteurs français. Et vu que j'avais eu de bons résultats, mon patron m'a recruté au siège de la société. Un homme d'ailleurs pour lequel j'ai une dette. Il est plus de ce monde, il s'appelait Francis Bourg. Il a présidé les Restos du Cœur. Et il m'a soutenu dans ma démarche. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai été rencontré par le plus grand des hasards, la sommité psychanalytique de l'époque, qui s'appelait Jacques Lacan. Sachez que 5 minutes avant de le rencontrer, je ne savais pas que j'allais le rencontrer. C'est quand même bizarre, mais bon, c'est une histoire. Et donc avec lui, j'ai commencé mon analyse, et elle m'a fait beaucoup de bien d'emblée, très vite. Si bien que j'ai décidé... Mon vieux désir, l'analyse c'est quoi? Ça doit vous amener à assumer votre désir. Le désir n'a rien à voir avec le caprice. Le désir c'est pas j'ai envie de manger une glace, hein, ou j'ai envie d'acheter une BMW, non.
Le désir, c'est très contraignant. Vous le payez, vous devez renoncer à votre jouissance. Parce que faire des études de médecine, je peux vous assurer que ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. Surtout quand vous êtes marié, 3 gosses, etc. Et donc en rencontrant Lacan, au bout d'1 an, je décide de tout balancer et de commencer mes études de médecine. Et Dieu merci, c'est pas très long la médecine, hein, c'est juste 11 ans. Ça passe vite. Je rigole avec ça. Mais voilà, j'ai fait mes études de médecine pendant 11 ans. Et puis en vieillissant, je me suis dit, et si je faisais de la philo? Et là récemment, j'ai passé un petit doctorat de philo. Je suis maintenant docteur en philosophie. Par rapport à mon maître Leibowitz, qui avait 4 ou 5 doctorats, moi j'ai à peine 2 petits doctorats. Mais en même temps, vous avez beaucoup publié et en quelques livres, je crois, qui cernent un peu votre démarche. Il y a Manger le livre chez Grasset Très en important. 84. Nous vous avons connus autour de cet ouvrage, nous autres, ma génération, en tout cas Oui. en Tunisie. Et puis Maïmonide aux belles lettres en 98. Oui. Il y a aussi Le jour où Lacan m'a adopté chez Grasset. Et C'est puis, mon best-seller, ça. et puis, il y a aussi Le complexe de Caïn et Dans la main droite de Dieu. En fait, c'est une trajectoire très profondément réflexive. C'est ça. Les choses viennent une par une. Quand j'ai écrit Manger le livre, qui est un livre très important, je crois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, quand il a paru, tout le monde, on disait, bof, qu'est-ce que c'est que cette histoire? 40 ans après, une des plus importantes revues de psychanalyse, qui s'appelle Essaim, a sorti un numéro spécial qui s'appelle Manger le livre, et dans lequel ils m'ont demandé une contribution. Ils ont été très honnêtes, que j'ai faite et que j'aime bien d'ailleurs, parce que j'ai mis à jour, parce que depuis que j'ai écrit ça, en fait c'était mon mémoire de psychiatre, ce livre. C'était pas. Et donc j'ai un problème qui est très douloureux. J'ai toujours 20 ans d'avance sur tout le monde dans ma profession. Donc quand j'ai écrit Manger le livre, tout le monde rigolait. Maintenant c'est devenu un classique. Quand j'ai écrit les biblioclasses, le messianisme, qu'est-ce qu'il pense au Messie? Aujourd'hui, la question messianique, elle est d'une importance capitale en politique. C'est un désastre. Les désastres de notre actualité, c'est autour de cette question de l'avènement de quelqu'un qui serait le Messie. Et pour ça, on est prêt à tuer des populations entières. Actuellement, là, ma dernière... et d'ailleurs, dans un de mes livres que je recommande, qui s'appelle À l'origine de la violence, et qui a été le tournant de ma réflexion. Parce que la psychanalyse repose sur l'idée du complexe d'Oedipe, n'est-ce pas, le conflit entre les parents, le père pour le garçon et le fils. À un moment donné, j'ai trouvé ça fatigant, parce que ça n'a aucune explication sur les tragédies que nous vivons. Et par le plus grand des hasards, j'ai été invité par mes amis psychiatres tunisiens que j'adore, parce que il m'invite, c'est une femme comme Rim Rachem, Fatma Sharfi, Leila Mnif, je les adore, excusez-moi de vous parler sentimental. Elle m'invite à conclure le congrès de réunification de la psychiatrie tunisienne qui s'est tenu à Gamart. Pourquoi moi? Pourquoi moi, non pas qu'un reproche, hein. J'étais bouleversé par cette reconnaissance. Et ça, tout ça, je le raconte dans ce livre. Hein. Toutes les premières pages, c'est l'histoire de Gamart, du congrès des psychiatres tunisiens de 2014, je me trompe toujours, 2014. Et là, quelque chose de nouveau a émergé dans ma tête. L'exposé que j'ai fait à Gamart, je l'ai mis en annexe dans ce livre. Et j'aimerais bien qu'on... Et ça a été la figure du frère qui est sortie. Et à partir de là, j'ai élaboré une nouvelle doctrine psychanalytique qui ne néglige pas la question de l'Oedipe, mais qui met en premier plan la question du conflit fraternel, c'est au fond qui est le premier chapitre, le chapitre 4 de la Bible, de la Genèse. La Bible nous enseigne que la société humaine repose sur un fratricide. Et alors que Freud, il voulait que la société humaine repose sur un parricide. Eh bien, la Bible, qui est d'ailleurs reprise, je crois, dans le Coran, elle soutient que non, qu'à l'origine, c'était un fratricide. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans beaucoup de mythes. Le mythe romain, la création de Rome, c'est Romulus qui tue Rémus, etc. Les Atrides, que sais-je encore. Tout le théâtre de Shakespeare repose sur le fratricide.
Toute la Bible repose sur le fratricide. Ce problème de la fraternité n'est pas une donnée de départ, elle est une conquête à faire. Et il faut savoir pourquoi est-ce que les Ukrainiens et les Russes s'entretuent. Il y a quelques années, pour moi, je ne faisais pas la différence. Quand j'entendais parler de je ne sais plus qui, un pianiste, ou Nathan Milstein, un violoniste, ou Gogol, pour moi, c'était de la littérature russe. Et bien aujourd'hui, on découvre que non. C'est l'Ukrainien. En fait, les Ukrainiens et les Russes sont des frères. Leur culture est... La Russie est née en Ukraine, à Kiev. Les premiers... l'origine de la Russie, n'est-ce pas? Avec, c'était des Vikings qui se sont installés, etc. De la même façon, le conflit israélo-arabe, c'est quoi? C'est une guerre de frères. C'est pour ça que je suis profondément blessé. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai travaillé cette question fraternelle que lorsque la tragédie de Gaza a éclaté, j'ai tout de suite compris. J'ai pas hésité, le 7 octobre à 7 octobre. D'emblée, j'ai compris qu'on était dans une guerre de frères, une guerre d'extermination. Voilà, le parcours. Vous savez, c'est pas moi qui écris mes livres, j'aime bien dire ça, moi. Ce sont les livres qui m'écrivent. Chaque livre que j'écris, il m'enseigne à moi quelque chose. J'ai écrit un livre que malheureusement on ne trouve pas facilement en Tunisie, qui s'appelle Archéologie du sionisme. Et c'est en écrivant ce livre que j'ai compris que ce sionisme repose sur le rejet du judaïsme. Que le sionisme, au fond, sa structure, son ADN, c'est la folie. C'est le rejet complet de toute la belle histoire et des belles valeurs du judaïsme et du monothéisme. Donc tout ça est venu petit à petit. Vous voyez, les livres que j'écris m'enseignent. C'est pas moi. Quand j'écris un livre, je ne vais pas vous enseigner. Je ne suis pas un professeur, moi. Je suis au contraire enseigné. Voilà. Et cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Cérès, il s'intitule Éloge de la trahison. Vous l'ouvrez sur une lettre à mon lecteur tunisien. J'ai un problème avec les Tunisiens. Un gros problème. Je ne sais pas comment me soigner. Je les aime. Les Tunisiens et les Tunisiennes. Parce qu'ils sont tellement... comment dire, cette qualité de la Tunisie d'être accueillant. C'est quand même la terre d'accueil, ce pays. Quand la guerre d'Algérie est arrivée, les Algériens sont venus en Tunisie. Quand en Tripoli, là, en Libye, il y a eu la crise que vous connaissez, nous avons accueilli en Tunisie des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de Libyens, sans dire un mot, sans dire, vous voyez comme on est. Donc moi, j'ai un problème avec la Tunisie, c'est l'amour. J'ai un problème d'amour avec la Tunisie. Et le fait que mes collègues psychiatres m'ont invité à 2 reprises. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, j'étais en Tunisie pour le congrès des psychiatres qui avait lieu à Djerba. Que mes collègues psychiatres, des gens remarquables, la psychiatrie tunisienne n'est pas une sous-psychiatrie. Hein. Ces psychiatres tunisiens m'ont rendu l'amour que je leur porte. Donc voilà. Mais l'amour, c'est torturant. Hein. Pourquoi je ne vis pas ici, par exemple? Je devrais, etc. Bon, il y a des raisons objectives qui font que ce n'est pas évident. Et donc, dans cette préface que vous citez, j'aime beaucoup certains mots. Vous savez, elle m'est venue quand Karim Ben Smaïl a eu l'idée de publier la version tunisienne d'un livre qui avait paru en France, chez un autre éditeur. Je lui ai écrit, je lui ai dit, j'ai envie de vous faire une préface spécifique. C'est venu, moi toujours ça me tombe dessus, c'est ce que j'appelle mes moments de Djibril. Ça me tombe dessus, boum, tous les mots, les machins. J'ai pas besoin de corriger, je corrige après quand même, mais je dis tiens, qu'est-ce que je vais écrire? Non, j'écris, pam, la plume coule, glisse sur le papier. Et qu'est-ce que j'ai mis au début? Vous l'avez lu, je crois. Nous avons mangé nous avons mangé les dattes des oasis et l'huile du Sahel. Ça devrait vous rappeler quelque chose, c'est manger le livre. Ce que nous mangeons, c'est ce qui fait notre âme. Il y a dans l'alimentation tunisienne quelque chose qui forge le caractère, qui fait la spécificité du caractère tunisien. Si vous mangez des huîtres, ou si vous mangez des patates, ou si vous mangez un poisson grillé, ça vous donne une âme différente. C'est un peu ma théorie que je défends.
Et donc j'ai écrit avec émotion. D'abord j'ai dit dans ce préface d'où je pars. Vous savez, c'est une expression courante. D'où est-ce que tu parles? Eh bien, je parle en tant que juif. Un juif qui souffre du malheur infligé par d'autres juifs à ce peuple valeureux qu'on appelle le peuple palestinien. Des souffrances inouïes et qui ont maintenant un siècle de durée. Hein. C'est pas le 7 octobre. Hein. Ça a commencé dès les débuts du sionisme. Le sionisme n'est pas la nostalgie de Jérusalem. Le sionisme, c'est une idéologie précise qui a été forgée par deux personnes qui s'appelaient Herzl et Max Nordau et leurs disciples. Une doctrine, comme on dit maintenant, suprémaciste. Ils sont arrivés en Palestine. Ils voulaient aller d'ailleurs ailleurs. Bon, ils ne sont pas venus avec amitié, comme l'aurait fait un Tunisien. Ils sont arrivés, l'habitant local, il est nul et non avenu. On s'en fout. Quoi? Des Arabes? Paf, aucune importance. Ils sont arrivés avec le poing fermé. Ils ne sont pas arrivés avec la main tendue. D'ailleurs, Yasser Arafat, à l'époque, je n'avais pas écouté son discours. Quand il est passé à l'ONU, il avait dit « Vous êtes venus en Palestine parce que vous étiez persécutés. Eh bien, nous vous aurions accueillis. Comme nous avons accueilli il a dit les Circassiens, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Circassiens. Vous serez venus en disant, voilà, on nous persécute, on nous massacre en Russie et en Ukraine. On a besoin d'un asile. Marhaba bikum. Venez, on va travailler ensemble, on va faire des choses ensemble, on va faire peut-être un grand pays en mélangeant nos talents réciproques. Au lieu de ça, nous, ils sont arrivés en excluant. Cette exclusion de la population locale a été ce refoulement, quoi. Mais quand le refoulé arrive, c'est épouvantable. Et l'ouvrage se décline ensuite sur 12 lettres. Oui, parce que quand cet éditeur m'a demandé... alors, comme vous savez, c'est le fameux moment de Djibril. Il faut trouver la structure, il faut trouver une espèce de fiction littéraire, n'est-ce pas? C'est pas une leçon que je fais aux gens, moi. Ça me vient de mon cœur, de mon cerveau aussi. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme exceptionnel qui m'a ouvert les yeux. Mon processus politique de rejet du sionisme, de mon intérêt pour le peuple palestinien, etc., est venu de ma rencontre avec un homme exceptionnel qui s'appelait Leibovitz, qui est mort en 1993. C'est un homme extraordinaire, comme on en fait peu. C'est un homme qui était très pieux. Parce que souvent on dit, les religieux, c'est des fanatiques. Non, il y en a qui sont comme ça, mais il y en a d'autres, c'est pas du tout comme ça. Et cet homme, ma rencontre avec lui a bouleversé ma vie. Et je l'ai beaucoup aimé. Moi, je marche dans l'amour, excusez-moi. C'est le carburant. Je me suis mis à traduire ses livres, j'en ai traduit 7. Et donc, il avait dit ça, il avait parlé du judéo-nazisme. Et donc, j'ai voulu lui parler, parce qu'il me manque, il est mort à 93 ans. Hein. Et puis, il est mort sans douleur, sans rien, dans une nuit, il est parti. Tous ces gens qui ont compté pour moi, mes parents, mes rabbins, mes maîtres, Leibovitz, j'ai besoin de leur présence. Ils sont présents quelque part. Ma femme, il ne faut pas l'oublier, combien elle est présente. Et donc j'ai eu cette idée de lui écrire des lettres posthumes. Comment vous avez eu raison? Alors qu'à l'époque on vous a traité de fou, hein, d'anti-haine de soi, ou je ne sais pas quelle bêtise invente. Et donc j'ai écrit 12 lettres à lui, où je cite beaucoup des pensées qu'il avait eues quand même. Hein. C'est pas construit sur le sable, c'est construit sur des bases solides. C'est, si vous voulez, l'idée principale du livre. C'est quoi? C'est de dire, nous sommes de la même espèce humaine. C'est ça le point qu'il faut défendre. Nous sommes des... C'est un enseignement biblique. Dans la Bible, il y a marqué, toute l'humanité est née d'un couple. Il n'y a pas un couple supérieur. Adam et Ève, nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. Reconstruire l'unité de la famille humaine, c'est la tâche intellectuelle, politique numéro 1. Ces imbéciles-là, de fascistes, qui dirigent ce pays qu'on appelle Israël, ils disent, c'est pas des êtres humains. Ah bon? Mais vous parlez comme des nazis. Les nazis, pour eux, il y avait
tout le monde n'était pas un être humain, et ça a donné lieu à toute une littérature. Je pense en particulier au beau livre de Robert Antelme, qui s'appelle L'espèce humaine. L'affaire de Gaza, et l'affaire palestinienne en général, puisque enfin, Gaza est l'apex de cette histoire, c'est la destruction de la notion d'humanité commune. Et moi, je contribue, vous savez, je n'ai aucune idée sur... Ne me fais pas d'illusions. Je sais que je suis un type assez brillant. Ça fait peut-être rire, me fait rire moi-même. Mais je suis pas... Faut pas non plus... C'est pas moi qui vais reconstruire l'unité de l'espèce humaine. Mais c'est ça l'enjeu. Et un deuxième enjeu, je me rappelle toujours de ce chancelier allemand, je ne me rappelle plus de son nom, qui était maire de Berlin, qui a été chancelier en donné, et qui un jour, en plus il n'était pas nazi, lui, il avait quitté l'Allemagne pendant la période nazie. Il était à Varsovie, il est tombé en larmes à genoux devant le mémorial pour les massacres des Juifs en Pologne. Il a demandé pardon. Moi je crois qu'un jour, il faudra demander, nous en tant que Juifs, toutes tendances confondues, nous avons à demander pardon au peuple palestinien pour les souffrances qu'on lui a imposées. Comment s'appelait-il ce chancelier? Bon, bref, ça a été un grand chancelier qui a été d'abord maire de Berlin. Et j'arrive pas toujours, j'ai des trous de mémoire dans les noms propres. Mon livre est une demande de pardon au peuple palestinien pour les souffrances qu'on lui a imposées. C'est un peuple qui a beaucoup de mérite, qui a des écrivains, des penseurs. Je suis en train de travailler. Édouard Saïd, ses livres sont remarquables. C'était un passionné de Freud, Édouard Saïd. Il a écrit un livre sur Freud. Son premier livre, Édouard Saïd, c'était sur Freud. Peu de gens le savent. Ça s'appelait Beginning. Et il parle de l'interprétation des rêves de Freud. L'attention a été attirée sur lui par une femme assez particulière, qui n'est pas aimée par certains, qui s'appelle Judith Butler. Judith Butler a écrit un très joli livre, très important je trouve, qui s'appelle La cohabitation. Le problème des humains, c'est de cohabiter. Moi, je ne suis pas forcé d'aimer mon voisin. C'est un sale type, il aime les chiens, j'aime pas les chiens, je ne sais pas quoi. On est différents. Mais, quelles que soient nos différences, on doit cohabiter. Le fanatique, le nazi, le fasciste, il ne veut pas cohabiter. Celui qui est différent de lui, il veut l'éliminer. Eh bien, c'est pas bon. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pour terminer cet entretien, Gérard Haddad, autour de cet ouvrage Éloge de la trahison, paru aux éditions CERES, je voudrais vous poser une question à propos de ces fulgurances tunisiennes. Parce que vous liez beaucoup la Tunisie à votre réflexion, en tout cas à l'initiation de tout projet. J'ai découvert ça tardivement, ce que j'appelle mon osmose avec la Tunisie. Je dirais que pratiquement tous mes livres ont un rapport avec la Tunisie. Pas de folklore tunisien. Mais vous n'en parlez pas. Je n'en parle pas. Là, mon livre, par exemple, sur le complexe de Caïn, je dis que c'est parti de mon invitation à Carthage, à Gamart. Mais certains livres qui n'ont aucun rapport avec la Tunisie. Je pense à un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lumière des astres éteints, n'a pu être écrit qu'en Tunisie, après 20 ans d'hésitation. C'est quand même étonnant. Pourquoi ? Mon histoire sur le fanatisme, mon histoire sur le complexe de Caïn, tout ça est né là. Je suis un fils de ce pays. Je veux que plus tard, après ma disparition, la Tunisie soit fière de ce fils. C'est une de mes ambitions. Donc, alors, je voudrais dire un mot sur la trahison. Il ne faut pas se tromper. Il y a deux types de trahison. Il y a la trahison crapuleuse. Je trahis parce que j'ai un intérêt pour faire carrière, pour gagner de l'argent, je ne sais pas quoi. Ça, c'est... Je ne fais pas l'éloge de cette trahison-là. Mais il y a une autre trahison. Quand le peuple, la société dans son ensemble, est prise dans la folie du nationalisme, qui n'est pas à confondre avec le patriotisme. Patriotisme, c'est bon, c'est normal. Mais le fanatisme, le nationalisme, c'est pas la même chose. Quand le groupe humain, religieux, ethnique, ce que vous voulez, national, est pris de folie, il faut savoir le quitter et dire non. Not in my name. Et j'ai cité des grands noms des traîtres. Par exemple, mais comment il s'appelait le général de Gaulle, par exemple, qui quitte la France en juin 40 pour aller à Londres, chez l'ennemi. Les Anglais, la perfide Albion. La Bible est pleine de personnages qui ont
trahi le courant dominant. En particulier, un prophète que j'aime particulièrement, qui s'appelait le prophète Jérémie. Et Jérémie, Dieu au début lui dit, parle à ces gens-là, ils vont te faire toutes les misères du monde. T'as pas besoin d'avoir peur, dis-leur que leur ville va être détruite. C'est ça Jérémie. Mais je suis avec toi. Et Jérémie a trahi, puisqu'il va négocier avec Nabucodonosor, qui va venir détruire Jérusalem. Il négocie avec lui. C'est un traître. Ça, Leibowitz, quand il dit que Israël est en train de devenir un pays judéo-nazi, c'est un traître. Et lui, c'est lui qui a dit cette phrase. Hein. Le titre est tiré d'une phrase qu'il a prononcée. Il a dit « Je veux qu'on me considère comme un traître à toutes les valeurs qui règnent dans ce pays. Les valeurs du sionisme, les valeurs de la haine de l'autre, les valeurs du nationalisme débridé, quoi. » Alors j'ai repris cette expression de Leibowitz sur « Je suis un traître à toutes les valeurs. » Moi aussi, je suis un traître. Je suis insulté par beaucoup de membres de ma famille, par exemple. Et alors, c'est un chemin difficile, un chemin solitaire, mais est-ce qu'on a le choix vraiment? Les gens me disent, quel courage tu as? Je n'ai aucun courage. Est-ce qu'on peut faire autrement que de pleurer les enfants de Gaza? Est-ce qu'on a un autre choix que de dire, il faut donner à manger, que c'est quoi, affamer 2 millions de personnes? Mais qu'est-ce que c'est que cette inhumanité? Si je dis rien, je suis complice. Je suis un génocidaire. Donc c'est venu comme ça. Il n'y a pas prétention particulière en écrivant ça. Ça a été ma thérapeutique à moi. Si je n'avais pas écrit ce livre, j'aurais été malade. Je le suis d'ailleurs un peu, parce que ce qui se passe est vraiment insupportable. Vraiment insupportable. Et on n'en voit pas la fin. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'à quand? Et personne ne dit rien. Et on envoie des armes à Israël, etc. Il n'y a qu'un pays qui a bougé un peu, c'est l'Espagne. Mais bon, c'est peu, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez. Éloge de la trahison de Gérard Haddad, précédé de Lettres à mon lecteur tunisien, un ouvrage qui vient de paraître et qui est disponible à la Foire du Livre. Vous avez rencontré le public tunisien à 2 reprises, vous avez échangé avec le public. Ça a été un très bel échange. Et là, encore une fois, il y a eu... Vous savez, l'amour, c'est pas seulement l'amour sexuel. Hein. Il y a plusieurs formes. Ces séances de débat avec ces gens-là, avec les personnes qui sont venues, a été très chaleureux, très compréhensif. Et je repars de Tunisie, puisque je repars demain, requinqué d'une certaine façon. Les batteries sont... D'ailleurs, permettez-moi de dire que Karim Ben Smaïl l'a cité. On m'a dit, mais pourquoi tu vas en Tunisie 2 fois au mois d'avril? Je lui ai dit, vous savez ce que j'ai répondu? Je suis jamais venu comme ça. Je vais rencontrer des êtres humains. Je trouve que le Tunisien incarne quand même. Et gardez-le. Gardez ça. Ce côté humain, ce côté généreux, ce côté accueillant que vous incarnez aussi, hein, vous savez, cher Hatem. C'est ça que j'aime en vous. Merci beaucoup Gérard Haddad. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Éloge de la trahison, précédé de Lettres à mon lecteur tunisien aux éditions Cérès à Tunis, un ouvrage paru en 2025 et qui fait l'actualité de cette foire du livre. Merci beaucoup d'être venu au Studio 1, retrouver une mémoire aussi de la maison de la radio. Merci à vous, je suis abonné à la rue du Koweït où je suis né. Je suis né à 30 mètres d'ici, hein, et j'ai eu qu'un seul appartement, j'habitais uniquement là, mes parents n'étaient pas mobiles, hein. On était là. Et cet immeuble est toujours là. Je suis étonné de voir d'ailleurs que les carrelages, les éliges, sont en excellent état. Quelle belle qualité de éliges y avait été placés il y a un siècle. Merci. Merci Gérard Je Haddad. voudrais vous voir l'année prochaine, peut-être j'ai un nouveau livre en route. Espérons, alors ce sera toujours avec plaisir. Merci en beaucoup. tout cas, je rappelle à nos auditeurs que l'ouvrage Éloge de la trahison de Gérard Haddad est disponible à la Foire internationale du livre de Tunis. Restez avec nous sur RTCI. La chronique au jour le jour sera diffusée immédiatement après le flash info de 18h. L'édition complète du journal de la rédaction de RTCI sera à 19h. Restez avec nous sur RTCI.